Moi, je vais vous parler de choses un peu différentes et j'ai une vision un peu différente de mes collègues car j'ai un petit souci. Je n'ai pas le droit de toucher au code. Donc tout de suite, ça met une hypothèse et une contrainte en plus. Mais je vais vous raconter qu'on peut quand même faire des choses, même quand on a cette contrainte un peu violente de l'interdiction de toucher au code. Alors qui... Bon, ça c'est le donc mon introduction sur les GPU, c'est simplement d'où ça vient, en fait de quel projet je sors. Je travaille actuellement sur un projet qui est européano-japonais, la machine étant elle-même au Japon, et vous avez peut-être entendu parler du tokamak. Donc il y a trois parties dans ce projet. Une partie vraiment très physique, puisqu'on a cet objet qui quand même prend un peu de place, qui lui est en France, à Cadarache. Nous avons ensuite à Rokkasho, donc c'est au nord du Japon. Si vous voulez aller voir, c'est assez beau. Ne tapez pas Rokkasho et Google Images en même temps. Vous ne risquez pas d'avoir de problème avec vos enfants, mais c'est assez laid. Ce sont beaucoup de centrales nucléaires, mais aussi des éoliennes, puisqu'il y a de la place. Donc, ils font aussi beaucoup de travaux sur les nouvelles énergies éoliennes. Et il y a le plus grand champ de photovoltaïque du Japon là-bas. Donc il n'y a pas que des retraitements nucléaires, c'est quand même un très très joli pays. Donc ici vous avez IFMIF. IFMIF, c'est un autre projet qui travaille sur la résistance des matériaux. Et en particulier, c'est intéressant de savoir si les futures centrales alors j'oublie toujours, de quatrième ou cinquième génération, mais il y a certainement des gens beaucoup plus compétents que moi, tiendront avec les matériaux d'aujourd'hui. Et voilà sur quoi je travaille, c'est IFERC. IFERC, c'est le calculateur vendu par Bulatos à l'époque. Et alors, je vous invite à regarder bien cette image puisque je vous parlerai en conclusion du futur. Et le futur est beaucoup plus joli, évidemment, puisque c'est le futur. Le hardware, c'est quoi? C'est un cluster en production. Hein, c'est avec les contraintes de production. Ce n'est pas de la recherche. On a 180 nœuds avec 2 cartes PHY par nœud. Avec toutes les contraintes d'un cluster de production, avec tous les problèmes d'IO que l'on a dû résoudre, en particulier de lustre. Il a fallu réussir à faire monter les montages lustres sur ces cartes Xeon Phi. L'énorme avantage des Xeon Phi, c'est que ce n'est pas très nouveau, au sens où vous avez un Linux qui tourne dessus. Et même si c'est un Linux un petit peu particulier, vous allez retrouver toutes vos billes. Donc on arrive à recompiler. On a même dans la salle, je ne le nommerai pas pour pas qu'il vienne non plus, une personne qui a aidé à recompiler le compilateur GNU. Donc vous avez votre compilateur GNU aussi sur les cartes Intel Xeon Phi. Donc c'est très différent de l'approche carte GPU, évidemment. Différent, mais quand même assez similaire, en tout cas sur les goulots d'étranglement. On n'en a pas beaucoup parlé sur les précédents cas, mais je montrerai pour moi le goulot d'étranglement monstrueux. Donc tout le monde il y a des gens qui ont de la chance. L'orateur précédent, non, le premier orateur avait la chance de tout tourner sur le GPU, donc c'était vraiment très particulier, très 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 bien pour lui. Donc vous avez la date de la mise en place de la machine, c'est 2014, avec 225 teraflops sur cette machine, en utilisant les 180 nœuds en mode hybride. Donc l'impact, évidemment, ce n'est pas la vie. Donc on va passer assez rapidement. Si vous avez oublié à quoi ressemblait un Intel Xeon Phi coprocesseur, c'est ça. Donc c'est ça. Et l'important dans tout ce slide-là, c'est simplement que c'est un Intel Pentium de base. Initialement, du point de vue architecture, j'ai envie de dire, même s'il y a des gens d'Intel, rien de révolutionnaire dans l'architecture même. Et c'est ça aussi sa force. En tout cas pour l'utilisateur final que je suis. Même si je ne développe pas et que je n'ai pas le droit de modifier mon code, en tant qu'utilisateur final, ça apporte une facilité d'approche qui fait qu'on n'a pas à apprendre un nouveau langage, OpenCL, CUDA, OpenACC, autres, et que dans un premier temps, on peut se tenter de prendre son code et de le recompiler à ZAP, comme ça. J'ai pas parlé de performance, hein, on est bien d'accord. Hein. Je parle simplement d'utilisation premier niveau. Alors si vous ne savez pas à quoi ça ressemble physiquement, et si vous n'avez pas comme nous cassé un Phi, nous on en a cassé un, par malheur, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'était pas dans la doc, et on l'a cassé, donc du coup on a regardé à quoi ça ressemblait, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un chip avec de la mémoire autour, c'est tout. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a ici
la photo de celui qui fait mal. C'est ici, ça s'appelle le PCI Express. Et ça, quelle que soit la carte, quel que ce soit ce que vous mettez dans votre machine, il y a, sauf pour les gens qui ont de la chance et qui réussissent à faire tout tourner sur la carte, qu'elle soit GPU ou FI, eh ben on a ce truc-là, ce PCI Express, et tant qu'on l'aura, il y aura énormément de problèmes sur le transfert de données entre le host et la carte, quelle que soit la carte. En tout cas, à part si vous avez une solution, je suis preneur, je prends toutes les solutions qui me permettraient d'éviter le goulot d'étranglement qui est le PCI Express existant. Deux modes de fonctionnement du FI. Le premier, c'est celui qui va vous intéresser le plus et qui intéresse les gens parce qu'on leur vend comme cela, c'est vous avez un mode natif au sens vous allez prendre votre binaire, vous allez le recompiler pour le mic et vous allez pouvoir faire tourner votre code MPI sur le mic. C'est beau, n'est-ce pas? Le code hybride, pas hybride, le code purement natif, celui à peu près pas grand monde s'en sert puisque ça nécessite que tout tienne sur le mic et ça veut dire limité à 8 ou 16. Pour les plus riches, je crois qu'on est monté à 32 Go de mémoire, mais les 180 nœuds à 32 Go de mémoire, ça commence à devenir un peu cher. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir faire du profiling, si vous arrivez à trouver un K-test qui tient dans les 16 ou 8 Go de mémoire, pour pouvoir comparer ce qui se passe sur le Mac et ce qui se passe sur le host. Et là, c'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour développer là-dessus? Eh ben, c'est là où, alors effectivement, mon laptop marque mon côté Intel, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi de dire, vous savez utiliser Intel sur votre laptop, vous savez l'utiliser sur Intel, l'environnement de développement Intel sur votre laptop, vous savez l'utiliser sur FI. Donc vous allez retrouver tous vos petits, votre compilateur, votre MPI, vos outils de profiling, qu'ils soient aussi bien à bas niveau type VTune que MPI avec Intel Trace Analyzer. Donc c'est très simple d'approche pour celui qui veut commencer à l'utiliser. Je ne parle pas d'OpenMP4 puisque maintenant OpenMP4 est supporté par les compilateurs Intel. Donc même si vous voulez faire de l'offload en mode, on va dire, ouvert et ne pas utiliser les directives initialement prévues par Intel pour faire de l'offload, vous pouvez aussi dire, moi, mon code, il est standard, je fais de l'OpenMP4, je ne suis pas pieds et poings liés avec Intel, c'est la norme et tous les compilateurs qui supportent OpenMP4 supporteront mon code. Donc ça, c'est aussi, on va dire, un langage marketing, même si je ne suis pas Intel, il faut dire que c'est vrai, donc autant le dire quand c'est vrai, sachant que quand c'est faux, je le dis aussi. Ceux qui me connaissent le savent. Ça, c'est là où ça commence à devenir difficile. Comme disait mon collègue juste avant, où il y a toutes les librairies sur GPU et il faut les utiliser. Il y a aussi la MKL sur les Intel Xeon Phi coprocesseurs et il faut l'utiliser quand on peut. Et là, vous avez, moi j'aime bien avoir, en tant que scientifique, j'essaye, d'avoir des limites. Les limites, ça me permet de savoir, comme vous montriez juste avant, Memory Band ou PIC, qu'est-ce que je peux en tirer réellement. Et aujourd'hui, chez Intel, je considère que la DGEMM de la MKL est l'une des fonctions les mieux optimisées. Et c'est grosso modo, si vous arrivez à faire mieux, c'est que vous êtes très très fort et que vous n'allez pas longtemps rester dans votre labo et qu'Intel va vous racheter. Voire Goto, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui le connaissent. Et là, vous avez la taille de votre matrice. Alors, je vais essayer de me tourner sans tourner le micro. En rouge, vous avez la pure version MKL sur host. En vert, vous avez l'utilisation d'un phi et en bleu de 2 phi. Je n'ai rien fait, donc là l'utilisation est très simple. J'ai simplement dit je veux utiliser le flooding de la MKL. Je n'ai pas recompilé spécialement, j'ai simplement c'était une variable, pas dur. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte que pour avoir la bonne performance, la taille des matrices doit être très 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 grande. Et qu'en bas niveau, grosso modo, 1 ou 2 phi, on ne voit pas la différence. Bon, effectivement, c'est un peu mieux, mais pour réussir à avoir le gap que l'on espère, il faut passer énormément de temps sur le Intel Xeon Phi coprocesseur. Donc, que ça soit ça, en fait, j'aurais dû dire device, parce que ce que je raconte là n'a rien de particulier avec l'Intel Xeon Phi coprocesseur. Que ça soit, quelle que soit la carte accélératrice, et je parle trop,
quelle que soit la carte accélératrice, il faut rester le plus longtemps possible dessus. Oui, c'est bon, c'est revenu. Que ce soit pour la partie, comme on l'a montré pour le médical, il a la chance de pouvoir tout faire tourner dessus, donc il ne passe jamais son temps à perdre son temps dans le PCI Express. Là, c'est pareil. Donc que ce soit du GPU ou de l'Intel Xico processeur, c'est jusque-là rien de nouveau. Maintenant, mon retour d'expérience sur un code, le code MIPS, qui est un code japonais, mais je parlerai d'un code européen en conclusion. C'est la physique qui le résout. Alors, ne me demandez pas, je ne suis plus du tout dedans. Donc, du point de vue physicien, je n'ai, à mon avis, jamais compris réellement ce que ça faisait. Mais pour ceux qui savent lire cette équation, voilà ce que résout le code MIPS. Quand je montre ça, c'est juste pour montrer que ce n'est pas un code de benchmark, c'est un réel code. C'est effectivement un sous-code d'un code qui s'appelle Mega, mais qui fait pratiquement la même chose. Un chouïa après, c'est un dérivé du code Mega. Le code Mega ne pouvant pas, pour des raisons techniques, sortir du Japon, j'ai travaillé sur le code MIPS qui, lui, avait l'autorisation de sortir du Japon. Le code MIPS, c'est un vrai code, au sens où, en termes de... c'est un code Fortran, donc voilà, déjà. 6000 lignes, c'est pas ridicule. Initialement, c'était en pur MPI. Et on a un de nos collègues japonais, donc que je cite ici, M. Fukuoka-san, a rajouté de l'OpenMP à ses temps perdus à l'intérieur, tranquillement. Et donc le travail, c'était déjà de vérifier que son travail était juste, puisqu'il l'a fait un petit peu en chapeau, mais on le remercie, même s'il n'est pas là. Ensuite, de voir comment il se comportait, et essayer enfin d'utiliser les outils pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce code et comment utiliser au mieux le cluster afin d'augmenter la performance du code ou le workflow. Et vous verrez qu'en fait, on a fait un petit peu des deux et sans toucher au code, en mode, puisque vous nous dites que vous n'avez pas besoin de toucher au code et que vous avez tout sur un Intel Xeon Phi coprocesseur, montrez donc que ça marche. La première chose qu'on a voulu voir, c'est déjà sans le Intel Xeon Phi coprocesseur, est-ce que OpenMP apportait quelque chose? Donc on s'est fondé sur un code qui utilisait 16 tâches MPI et qui allait utiliser, pour voir s'il y avait un problème de bande passante, la courbe rouge n'utilise absolument que du MPI, donc en fait on dépeuple à mort jusqu'à la fin, jusqu'à utiliser uniquement 2 tâches MPI par nœud. Et dans l'autre sens, on utilise en plus de l'OpenMP. Donc on voit que notre collègue Fukuoka-san a fait bien son travail et effectivement utiliser un code hybride MPI plus OpenMP sans aucun Intel Xeon Phi ou carte accélératrice, on gagne déjà. Donc merci pour ce portage en OpenMP. C'était uniquement cet objectif-là de vérifier que ça marchait. Ensuite, l'objectif, combien de tâches OpenMP vais-je faire tourner sur mon Intel Xeon Phi coprocesseur pour essayer d'avoir la meilleure performance? Tout cet objectif-là est de trouver le bon ratio pour ne pas perdre de temps à attendre rapidement. Quand je dis attendre rapidement, c'est d'avoir un problème de load balancing. Parce que c'est assez simple de faire porter du code sur l'Intel Xeon Phi coprocesseur et après le processeur lui-même attend que le travail soit terminé. Et c'est exactement ce qui se passe là si on a le malheur de dire je prends une tâche MPI sur mon Intel Xeon Phi coprocesseur et je lui demande de faire tourner le maximum de threads. Ce n'est pas du tout optimal. On est tout là-haut. Donc le but du jeu, c'est de trouver le bon ratio sur le nombre de tâches MPI que je laisse sur le host et le nombre de tâches MPI que je mets sur le mic. On rajoute en plus un gros souci, c'est que nous avons 16 Go de mémoire sur le mic et il nous faut savoir combien on utilise de tâches de mémoire par tâche MPI. Donc je ne pouvais pas non plus mettre 240 tâches MPI sur le mic, ça ne marche pas non plus, mais là c'est mon code qui demande 2,2 Go de mémoire par tâche MPI. Donc vous avez compris, je ne peux pas en mettre plus que 4. En fait, après 4, j'explose, je fais un magnifique out of memory et l'administrateur râle parce que je viens de faire rebooter son nœud et il n'est pas du tout heureux, sachant qu'on n'a pas de limitation de mémoire en allocation sur cette machine, donc on peut allouer toute la mémoire et donc potentiellement faire planter la bécane. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Oups. Donc le meilleur ratio qu'on a trouvé, en jouant sur le nombre de tâches MPI
et le nombre de threads OpenMP, c'est la configuration suivante, c'est d'utiliser donc sur 16 tâches MPI, on a fait tourner donc on a fait 8 tâches MPI sur le host avec 2 tâches OpenMP par tâche MPI, et sur les 2 Intel Xeon Phi coprocesseurs, on a fait tourner 4 tâches MPI et 20 threads OpenMP par tâche MPI. Ça, c'est la brique de base. Donc la première à 16, 32, 64, 128, etc. C'est exactement la réplication de ce modèle-là pour voir ce qui se passe. Et voilà, on voit qu'on a un gain, mais que ce gain s'écrase effectivement quand on utilise 128 tâches. Donc certes, sans rien faire, on arrive à avoir de la précision, d'augmenter la performance. Alors quand j'entends performance, la question que vous posiez juste avant sur c'est quoi la mesure de performance, en tant qu'utilisateur final, l'utilisateur final, le physicien que je connais, n'a qu'une seule mesure de performance. Le temps qu'il attend entre le moment où il lance son run et le moment où il récupère sa valeur. C'est la seule vraie mesure de performance. Combien de temps je vais attendre? Ça, c'est pour l'utilisateur final. L'administrateur est celui qui veut optimiser son cluster. Lui, il va me dire non, moi, c'est pas ça. Moi, je m'en fiche de ça. Moi, je veux passer un maximum de bench, de tests, en 24 heures. Je veux augmenter mon workflow. Donc, je veux bien perdre un peu de temps si j'augmente mon workflow. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vais arriver directement à la conclusion. Une de mes conclusions, c'est que certes, on écrase. Certes, j'ai un problème après sur le gros cas test, parce que je prends plus de mémoire par tâche MPI. Mais en utilisant la bonne relation, les bonnes proportions, j'arrive pratiquement à augmenter mon workflow de 26%. Alors certes, ce n'est pas la meilleure performance, mais je n'ai touché absolument à aucune ligne de mon code. J'ai essayé. Donc j'ai utilisé les outils de type VTune. Donc je vous montre que c'est possible, ça marche, on y arrive. Voilà, la définition n'est pas terrible, donc on ne voit pas où c'est. Donc il me dit que j'ai quand même pas mal de problèmes. Je vous rappelle, si vous ne savez pas utiliser VTune, ce n'est pas grave, puisque maintenant, depuis les 2 dernières générations, si vous croyez le code VTune, alors quand je fais des formations, je dis première chose, ne me croyez jamais. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Et après, à la fin du training, je dis croyez l'outil. Parce que l'outil est quand même relativement bien fait. Et aujourd'hui, il vous met des flags rouges là où vous avez des problèmes. Il ne vous dit pas pourquoi. Si vous passez votre souris, il va vous dire pourquoi. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut connaître l'architecture. Et là, il faut connaître le bas niveau. Et là, on retrouve au problème des GPU. Où si on ne comprend pas ce qui se passe en bas, on n'arrive pas à avoir la performance. Mais l'outil est quand même existant. Si vous savez l'utiliser précédemment, vous savez l'utiliser aussi sur le Mac. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Je passe là. Et ITAC. Je ne sais pas si vous avez utilisé Intel Trace Analyzer dans le passé, mais qu'est-ce que montre cette image? Cette image montre en fait une chose intéressante, c'est que je n'attends pas rapidement. C'est-à-dire que je n'ai pas, à part au début, voilà, au début on voit une phase ici où il y a le MPI en rouge, où effectivement mon host attend que mon ami le Mike finisse son travail. Mais une fois que je suis dans ma boucle de calcul, en fait j'ai fait 2 itérations ici, comme vous pouvez le deviner. La première, la deuxième, avec une phase de synchronisation. Il n'y a pas trop de désynchronisation à l'intérieur de ma phase de calcul. Donc j'ai eu de la chance, j'avoue que le code s'y porte, j'ai pas dit que c'était une vérité première. Le code s'y porte, j'ai réussi à trouver une bonne balance entre le nombre de threads et le nombre de tâches MPI que je laissais sur mon Mac et ce que je laissais sur mon host. Ce qui fait que ça me permet d'avoir ce type de graphe où en fait je n'ai pas cet horrible effet d'escalier où tout d'un coup j'attends que les autres qui sont les plus lents finissent et avec un énorme MPI wait et là c'est le drame, la performance s'en va et c'est l'enfer. On a essayé, parce que j'ai oublié de nommer
le CEPP pour Atos et le centre Intel de l'Hexasciel qui nous ont aidés à regarder pour voir si on pouvait modifier, donner des indications aux développeurs, comment modifier les choses. En fait, c'est un code qui est extrêmement très proche de Stream. Et malgré tous les efforts du CEPP et la réécriture même en bas niveau assembleur pour essayer de gagner des loads, eh ben, on n'a pas réussi à augmenter la performance comme ça. Donc c'était pas si simple que ça. Donc du point de vue du résultat, un des gros problèmes c'est l'allocation mémoire. On n'arrive pas, il faudrait réécrire le code pour l'allocation mémoire puisque l'allocation est une allocation statique. Donc il alloue tout le temps, ce qui est c'est pas terrible pour mes 8 à 16 gigas de mémoire. Si je veux passer à l'échelle avec un vrai K-test, avec vraiment beaucoup de mémoire, mon histoire de mettre 4 tâches MPI ne tient plus et il faut recalculer le problème. Donc à chaque fois, il faudrait recalculer les choses. Donc il faudrait vraiment avoir un gros travail sur l'allocation mémoire. Donc ça c'est en fait mes deux petites conclusions. Les problèmes de 2,2 gigas de tâches de mémoire par tâche MPI à travailler. Le bon point, c'est qu'on a réussi à montrer que pour l'utilisateur final, il était capable de profiler complètement son code avec les outils qu'Intel prétendait fonctionner. Il fonctionne. Donc, comme moi, j'ai tendance à vouloir toujours vérifier ce qu'on me dit. Je suis un peu un saint Thomas de l'informatique, je vérifie toujours. C'est vrai, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le point positif. Après, il y a énormément de travail à faire et certainement, et là où je rejoins mes collègues, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour les gens qui développent, mais un passage par le retour à l'algorithme me paraît évident. Alors c'est vrai que ça veut dire introduction, réécriture, ça veut dire introduction de bugs, ça veut dire temps, ça veut dire argent, et effectivement c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est de convaincre les gens que le retour à l'algorithme serait quelque chose d'important à faire. On a des clients donc là qui avaient, eux, du point de vue retour d'expérience, utilisé les Intel Xeon Phi coprocesseurs, qui avaient réécrit leur code pour l'optimisation et qui sont venus vers nous en disant mais vous nous avez vendu un truc, mais notre code il marche mieux sur Host que sur le Phi. Oui, le code que vous avez réécrit. Donc en fait, en réécrivant le code et en le recompilant pour le host, ils se sont rendus compte que l'optimisation qu'ils ont fait pour le Phi marchait sur le host et que du coup à la fin ils n'avaient plus besoin du Phi. Donc, mais d'un autre côté, sans le Phi, ils n'auraient jamais regardé leur code. Donc c'était un peu l'œuf et la poule, c'est un peu difficile. Bon, le futur, on en a juste un petit peu parlé, j'ai plus que 2 slides et une petite vidéo, et on peut la passer la vidéo. Le futur, on en a un petit peu parlé, c'est la cellule de veille technologique du GENSI, qui va regrouper 5 ingénieurs en mode transversal, 2 d'Atos, 2 d'Intel et 1 du GENSI, pour travailler sur cette liste de codes, dont, là enfin le code européen apparaît, Gisela. Donc Gisela, on fera partie des codes qui seront portés sur la nouvelle architecture. Donc là, on ne parle plus d'Intel Xeon Phi coprocesseur, mais du suivant, du KNL. Et il y aura cette magnifique, alors je sais pas, comme dirait l'autre, c'est une photo d'artiste, hein, une image d'artiste. Le Sequana sera installé à Montpellier pour travailler sur ces codes-là avec ces 5 ingénieurs, dont un Atos qui sera lui carrément à Montpellier sur place. Et donc pour finir, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre la vidéo quand même, parce que pour une fois qu'elle est jolie. Voilà, donc voilà à quoi ressemblera le Sequana. Et je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à toutes les questions pendant que cette vidéo passe. Vous pouvez applaudir la vidéo, oui. Donc finalement, c'est un gros travail de déploiement de code, de trouver un optimum de déploiement. Sur le fil entre tous les process et les threads, donc il y a plein de tâches. Normalement, il y a des threads quand même. Est-ce que vous avez tuné joué avec l'affinity, avec l'affinité de placement des tâches? Alors, effectivement, j'en ai pas parlé, mais qui dit performance dit binding. Donc, effectivement, toutes les tâches, mais qu'elles soient MPI elles-mêmes, sont bindées de principe. Et je suis en mode allocation exclusive, donc je suis tout seul sur ma machine.
C'est-à-dire que quand j'alloue je ne suis pas en mode share si vous avez un scheduler, je suis tout seul sur ma machine. Hein. Je veux dire, finalement, entre les process MPI et les threads qui sont sur chaque fille, on peut jouer là-dessus pour mettre les tâches en mode plus ou moins compact ou autre. Il y a des réglages là-dessus. Oui. Est-ce que vous avez essayé? Ça a un impact ou... Non, pardon. Sur mon code, il n'y a pas d'impact entre les 3 modes possibles sur le FI. D'accord. Okay. J'ai bien spécifié sur mon code. Merci. Merci. C'est sur la dernière slide, là, je suis un peu surprise des codes que vous avez choisis, au moins dans le domaine scientifique que je connais bien. Je vois que vous avez choisi 2 codes qui sont effectivement développés par, je pense à BigDFT et QMC Galchem, qui sont développés par des équipes françaises, mais à part les gens qui les développent, absolument personne ne les utilise. Donc la question que je pose, non, c'est des jolis codes, mais ils font trop peu de choses et trop peu utilisables par rapport aux problématiques traitées dans la communauté, alors qu'il y a beaucoup d'autres codes qui sont là. Alors je trouve ça un peu dommage d'investir autant de temps de travail pour des choses qui seront in fine extrêmement peu utilisées. Alors je vais honteusement botter en touche, je vais dire non coupable votre honneur, car vous me donnez beaucoup d'importance en pensant que j'ai choisi les codes. Merci. J'entends. Non, mais je suis d'accord. En fait, je n'ai pas participé. Alors, effectivement, je n'ai pas participé à l'élaboration du choix de ces codes. En fait, c'est un collègue qui m'a honteusement donné ce slide pour me dire, voilà, si tu veux une conclusion, tu peux parler de ça. Et donc, je n'ai pas du tout participé, puisque aujourd'hui, je ne me suis pas complètement présenté, mais je suis uniquement dans le support L3, et en particulier dédié au Japon. Donc effectivement, là, l'Europe Agency, le slide, il n'est pas de moi, j'avoue, mea culpa, mea culpa, je me suis fait prendre, et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cela, et qui réellement a choisi, dans quel... il y a certainement des gens qui ont choisi, mais c'est pas moi. Donc je ne peux pas répondre pourquoi cela et pas les autres. Je suis désolé de botter en touche, mais je suis honnête, je ne sais pas. Alors, en fait, le problème que vous décrivez entre nombre de tâches et nombre de threads, je trouve, en fait, c'est très intéressant d'un point de vue scheduling. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes parvenu en fait à trouver des sortes de, on va dire, des points Pareto pour dire, finalement, si l'administrateur système il aimerait avoir une utilisation, il n'aimerait pas qu'on dépasse tel nombre de tâches, par exemple API. Voici le nombre de threads qu'il nous faudrait, par exemple, utiliser pour avoir des meilleures performances. Alors dans les hypothèses que j'avais, c'est performance au maximum. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc je n'ai pas de limitation par l'ingénieur système, le directeur du site ne me donne aucune limitation, au contraire, et full power. Donc tout seul, et je peux faire ce que je veux. Après, ça a été uniquement, et j'ai effectivement, gentiment, on m'a dit, ça serait bien que tu arrêtes de péter les nœuds, parce que effectivement, j'ai fait beaucoup de tests avant de trouver le bon ratio pour avoir la bonne valeur, et j'ai essayé de gratter au maximum, et j'ai fait souvent planter mes nœuds. Donc je n'ai pas de méthode en fait, au sens mathématique, je n'ai pas de modèle qui permettrait, je ne sais plus si c'est vous qui avez présenté un modèle en disant voilà, je peux prédire ce qui va se passer. En fait, c'est que de la tambouille quoi. C'est comme lorsque je demande à ma mère comment elle fait la cuisine et elle me dit on met ça, ça et ça, et à la fin, quand je la regarde, elle met autre chose. Parce que c'est son nez, son goût, et après il essaye, elle essaye, et moi aussi. Je fais du HPC comme ma mère la cuisine. Une conclusion un petit peu. Maman, si tu m'écoutes. Bon, et ben merci. Je pense qu'on peut terminer cette session qui nous a permis de voir des usages différents et des expériences différentes.